Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques et je vais vous parler une nouvelle fois de Blood on the Clocktower. Plus précisément, je vais vous présenter le premier script de ce jeu qui s'appelle Trouble Brewing. Dans cette vidéo, vous trouverez une description du script, de l'ensemble des personnages de manière assez détaillée. Si vous préférez une description très courte, très condensée de ces personnages, je vous renvoie sur la vidéo de Board Game Siren qui a fait une très bonne vidéo de présentation courte, vous trouverez la vidéo en description, mais ici, vous commencez à me connaître un petit peu. On va rentrer dans les détails, ça va nous prendre un petit peu plus de temps. Installez-vous confortablement, on va parler de Trouble Brewing. Trouble Brewing est un des 3 scripts livrés dans la boîte de base de Blood on the Clocktower. C'est le premier script, c'est-à-dire que c'est celui qui est conseillé pour faire vos premières parties. Je trouve que le script est très bon, très polyvalent, il peut être également joué avec des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, ça marche également très bien. Au moment où je fais cette vidéo, le jeu a été annoncé officiellement en français par un éditeur qui s'appelle Open Sesame Games. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir encore les traductions officielles. Je vais donc vous présenter les noms des personnages en anglais et en français avec la traduction que j'utilise jusque-là. Dans tous les cas, je vous recommande de vous fier aux icônes des personnages, vous devriez vous y retrouver. On commence par les Townsfolk, ou les villageois, qui sont la première famille, la première catégorie de personnages. Ils sont du côté des gentils, ils ont donc des jetons bleus, et leur pouvoir va aider le camp des gentils à l'emporter. Les 4 premiers rôles ont un fonctionnement similaire, on les appelle des rôles de première nuit, puisqu'ils ne sont réveillés qu'une seule fois au cours de la partie, la première nuit, pendant laquelle ils obtiennent une information. Comme ce sont des rôles à information, ils sont susceptibles, sous l'effet de l'ivresse ou de l'empoisonnement, d'obtenir de fausses informations. The Washerwoman, la lavandière. La première nuit, le MJ va lui montrer un jeton de rôle de villageois et désigne 2 joueurs. Parmi ces 2 joueurs, l'un des 2 est ce rôle. The Librarian, le libraire. La première nuit, le MJ va lui montrer un jeton de rôle de paria et désigne 2 joueurs. L'un des 2 joueurs est ce rôle. The Investigator, l'enquêteur. La première nuit, le MJ va lui montrer un jeton de rôle de sbire et désigne 2 joueurs. L'un des 2 joueurs est ce rôle. The Chef, le chef. La première nuit, le MJ va lui donner une information chiffrée sur le nombre de paires de méchants assis côte à côte. Par exemple, imaginons que Elise et Lily soient mes 2 voisines et que tous les 3 ont fait partie de l'équipe des méchants. À ce moment-là, le MJ montrera 2 au chef puisqu'il y a 2 paires de méchants. Imaginons une autre situation maintenant où aucun méchant dans la partie n'est assis à côté d'un autre joueur méchant. Dans ce cas-là, il lui montrera 0 et ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Ces 4 rôles sont donc des cibles moins intéressantes pour le démon. Une fois la première nuit passée, ils n'obtiennent plus aucune information. Leur mort est donc moins impactante pour le village que des rôles qui obtiennent des informations tout au long de la partie. Il pourrait être intéressant de vous faire passer, si vous êtes l'un de ces rôles, de vous faire passer pour un rôle qui obtient des informations de manière continue au cours de la partie, de manière à attirer l'attention du démon sur vous, et de manière à faire en sorte qu'il vous tue pendant la nuit, et en quelque sorte à faire gagner du temps au village. Le problème, c'est qu'ensuite, il va falloir que vous assumiez le fait que vous avez menti dès le départ sur votre rôle auprès du village. Évidemment, c'est une question de dosage, à vous d'être suffisamment convaincant, mais vous comprenez bien que croire un joueur qui ment dès le départ sur le rôle qu'il représente alors qu'il est dans l'équipe des gentils, c'est beaucoup plus difficile. Les 3 prochains rôles représentent justement des rôles à information continue. Ils vont se réveiller tout au long de la partie, au cours de la nuit, et le MJ va leur faire passer des informations tout au long du jeu tant qu'ils sont en vie. Ils représentent donc évidemment des cibles beaucoup plus intéressantes pour le démon, et comme les rôles à information qu'on a vus, les 4 rôles de première nuit, sous l'effet de l'ivresse ou de l'empoisonnement, ils sont susceptibles d'obtenir des fausses informations. The Empath, l'empathe. Toutes les nuits, le MJ va lui donner une information chiffrée qui indique, parmi ses 2 voisins vivants les plus proches, combien sont méchants, donc parmi sbire et démon. Si je suis empathe et que mes 2 voisines sont vivantes, Elise et Lily, l'information chiffrée que j'obtiens fait référence à ces 2 voisines. Si par la suite,
Élise vient à mourir. Dans ce cas-là, l'information que j'obtiens fera référence à Lily et au plus proche voisin vivant du côté d'Élise. Il est important de noter que l'empathe se réveille après le démon, ce qui veut dire deux choses. D'abord, s'il a été tué par le démon, il ne se réveillera pas au cours de cette nuit, et l'information qu'il obtient s'il est toujours en vie prend en compte la personne qui a été tuée par le démon lors de cette nuit. L'empathe a donc un intérêt particulier à ce que ses voisins, une fois qu'ils ont été testés, puissent être éliminés de manière à pouvoir justement étendre et augmenter le nombre de joueurs qui sont testés par son pouvoir. The Fortune Teller, la voyante. Chaque nuit, elle va désigner 2 joueurs. Le MJ lui indique ensuite si oui ou non, parmi ces 2 joueurs se trouve le démon. Contrairement à l'empathe, la voyante ne détecte que le démon. Évidemment, il s'agirait d'une information un petit peu trop brute, un petit peu trop directe, et donc au début de la partie, le MJ va choisir un rôle de gentil qui va apparaître aux yeux de la voyante uniquement comme le démon, c'est-à-dire un faux positif, un joueur qui apparaît comme un démon, mais qui ne l'est pas. Évidemment, le joueur qui est le faux positif n'est pas informé du fait qu'il est faux positif, et ça n'a aucun impact sur son propre rôle. La voyante possède donc une information très précieuse, mais il faudra encore démêler le vrai du faux, retrouver le vrai démon parmi le démon et le faux positif. Ça peut avoir une influence assez grave sur la partie si vous vous trompez. Comme pour l'empathe, la voyante est réveillée après le démon, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas appliquer son pouvoir la nuit où elle est tuée par le démon. The Undertaker, le croque-mort. Si une exécution a eu lieu au cours de la journée précédente, le MJ réveille le croque-mort et lui montre le jeton de rôle du joueur qui vient d'être exécuté. Pour que le croque-mort se réveille, il faut donc impérativement qu'il y ait eu une exécution au cours de la journée précédente. Le croque-mort ne voit jamais les rôles des joueurs qui sont tués par le démon au cours de la nuit. Le joueur qui joue le rôle du croque-mort va donc avoir tendance, il va avoir tout intérêt à ce que des joueurs soient exécutés en journée, sinon son rôle ne sert tout simplement à rien. Vous l'avez bien compris, ces 3 rôles sont très importants pour le village. Ils vont vous permettre d'obtenir des informations tout au long de la partie et donc d'affiner de plus en plus les informations que vous allez obtenir. Il peut être intéressant, à l'inverse des rôles de première nuit, que ces rôles prétendent être quelque chose de moins important, prétendent être justement une cible moins importante pour le démon, comme par exemple un rôle de première nuit. Si on veut aller un petit peu plus loin, et ça s'applique d'une manière générale avec à peu près tous les rôles de gentil, ce que vous pouvez faire en début de partie, c'est choisir de confier l'information véritable, donc votre vrai rôle, à un seul autre joueur, une personne que vous allez choisir. Alors, de toute façon, il y aura un petit peu de hasard à ce moment-là, c'est votre instinct qui va vous guider vers la bonne personne, ou alors vous pouvez simplement prendre le premier joueur avec qui vous discutez. Vous confiez votre information et votre vrai rôle à cette personne. Ça vous permet de créer 2 choses. D'abord, ça vous permet de créer une relation de confiance avec la personne, puisque vous lui exprimez le fait que justement, vous n'allez confier votre rôle qu'à elle. Et d'autre part, ça vous permet également de créer une forme de déduction en fonction de ce qui va se passer dans le jeu. Évidemment, qui n'est pas fiable à 100%, mais comme tout le reste des éléments du jeu. C'est-à-dire que si vous confiez par exemple à Stéphane que vous êtes le croque-mort, et que le lendemain, vous vous réveillez et que le MJ annonce votre mort, peut-être que Stéphane a eu quelque chose à voir avec le fait que vous soyez mort au cours de cette nuit. Peut-être pas, peut-être que c'est complètement hasardeux de la part du démon, peut-être qu'il l'a entendu parce que Stéphane est allé le raconter ailleurs, et ainsi de suite. Mais, en tout cas, vous pouvez annoncer au village que vous aviez confié cette information à cette personne, et que, comme par hasard, vous êtes mort, justement. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'une manière générale dans le jeu avec les rôles de gentil, et pour aller encore un petit peu plus loin, après j'arrête de vraiment rentrer trop dans les détails, mais c'est vraiment une stratégie intéressante à mettre en place. Imaginons que vous êtes un rôle à information continue, vous êtes par exemple la voyante, et la première personne avec qui vous discutez vous confie être un rôle de première nuit. Mieux encore, il s'agit de la lavandière, elle a vu votre rôle de voyante, et donc vous vous confirmez, entre guillemets, l'un l'autre. Vous choisissez de lui faire confiance parce qu'elle se prétend lavandière, elle est arrivée vers vous en disant « je pense que tu es tel rôle » et ainsi de suite. Bon, vous avez décidé de faire confiance à cette personne. Vous pouvez, si vous êtes tous les deux d'accord, échanger vos rôles dans les discours que vous allez tenir au village. C'est-à-dire que la lavandière qui est venue vous voir va prétendre être voyante et va se baser sur les informations que vous lui fournissez en tant que vraie voyante et va les révéler au village en disant «
je suis la voyante, j'ai vu, j'ai testé telle personne, j'ai eu un nom, etc. Bon. De la façon inverse, vous allez prétendre être la lavandière, de manière à préserver vos informations du démon, puisqu'on a dit, la lavandière, rôle de première nuit, rôle moins important pour le démon, cible beaucoup moins intéressante pour lui. Et donc vous êtes susceptible de cette manière de tromper le démon, de créer de la confusion dans son esprit par rapport à quelle personne représente justement quel rôle. Alors le risque qu'il y a, c'est évidemment que le rôle de première nuit risque de se faire tuer la première fois, et ainsi de suite. Enfin, il peut y avoir des tas de complications, évidemment, mais c'est une stratégie intéressante à mettre en place et à observer dans son déroulé pour en saisir un petit peu les subtilités et voir dans quelle situation il serait intéressant de la développer. Voilà, je m'arrête là. Les prochains rôles de villageois qu'on va voir sont un petit peu plus variés. Il peut s'agir de pouvoirs passifs qui vont s'appliquer tout au long de la partie ou à un moment bien précis, de pouvoirs actifs en one-shot une seule fois par partie par exemple, des informations conditionnées par des situations très particulières, bref, grosse variété justement de rôles. N'oubliez pas que les pouvoirs actifs ou passifs, qui ne sont donc pas des rôles à information, sont désactivés purement et simplement par les effets d'ivresse et d'empoisonnement. Et n'oubliez pas non plus que le MJ se comportera toujours avec vous comme si tout allait bien, de manière à ce que vous ne puissiez pas détecter que vous êtes ivre ou empoisonné. Gardez-le bien en tête. The Monk, le moine. Toutes les nuits, à compter de la deuxième nuit, il désigne un joueur qui sera protégé contre l'effet du démon pour cette nuit. Attention, le moine ne peut pas se cibler lui-même. Le moine se réveille donc avant le démon, et imaginons qu'il ait désigné un joueur qui sera protégé de l'effet du démon cette nuit. Si le démon le cible pendant la nuit, le MJ se comportera avec le démon comme si tout allait bien. En revanche, au matin, lors du réveil du village, il annoncera que personne n'est mort. Et vous ne saurez pas pour quelle raison exactement. Évidemment, ça peut être par l'effet d'un moine, mais on va voir par la suite qu'il peut y avoir également d'autres explications. À l'image des rôles à information continue qu'on a vu précédemment, le moine est aussi une cible de premier choix pour le démon. Il sera également intéressant de le cacher, de ne pas le révéler trop brusquement au village. The Raven Keeper, le gardien. Si le gardien est tué par le démon pendant la nuit, il désigne un joueur. Le MJ révèle le jeton de rôle de ce joueur au gardien. Le gardien, contrairement à tous les rôles qu'on vient de voir, veut mourir pendant la nuit. C'est le seul moment où il pourra activer son pouvoir, c'est s'il se fait tuer par le démon au cours de la nuit. Ça semble assez facile comme ça puisque le démon veut éliminer tout le village. Ça n'est pas si simple, puisqu'évidemment il va falloir attirer son attention et ne pas se faire repérer en tant que gardien. Donc évidemment, vous êtes la pire cible pour le démon, c'est vraiment le joueur sur qui il veut absolument pas tomber. Vous imaginez, vous obtenez une information qui est extrêmement directe, vous pointez un joueur, vous obtenez son rôle. Il n'y a pas beaucoup d'autres rôles qui peuvent prétendre avoir d'aussi bonnes informations, des informations aussi qualitatives. En tout cas, le gardien n'a pas vraiment intérêt pendant la journée à dire il vaudrait mieux que je meure pendant la nuit, et ainsi de suite. Évidemment, le démon n'est pas idiot, il va pas vous cibler si vous demandez à être tué pendant la nuit. A priori, dans le script, il n'y a que ce personnage-là qui fonctionne de cette façon. Soyez plus malin, soyez plus subtil, et essayez justement de faire comprendre au démon qu'il a tout intérêt à vous tuer parce que vous possédez des informations très importantes. Bonne chance. The Virgin, la Vierge. La première fois que la Vierge est nominée, c'est-à-dire pendant une discussion publique, pendant la journée. La première fois qu'elle est nominée, si le joueur qui la nomine est un villageois, strictement, pas un paria, un villageois, dans ce cas, le joueur qui l'a nominé est immédiatement exécuté, et on passe à la nuit suivante, puisque par jour, il ne peut y avoir au maximum qu'une exécution qui met fin à la journée. C'est donc un pouvoir en réaction d'une action d'un autre joueur. Pour que ce pouvoir fonctionne, il faut que ce soit la première fois que la Vierge est nominée. À partir de la deuxième fois, le pouvoir ne fonctionne plus, qu'il soit activé avant ou pas. Et il faut impérativement que le joueur qui l'ait nominé soit strictement villageois, la famille qu'on est en train d'observer, justement. Admettons que Maxime, un méchant sbire, nomine Benoît la Vierge, et que c'est la première fois qu'un joueur, au cours de la partie, nomine Benoît. Bon. Comme Maxime n'est pas un villageois, c'est un méchant sbire, il nomine Benoît, et rien ne se passe. Maxime n'est pas exécuté. Alors vous allez me dire,
c'est dommage, le pouvoir de la Vierge, j'ai perdu définitivement, on n'a pas su grand-chose, vous obtenez quand même une information. Vous savez que, si Benoît décide de le révéler, évidemment, mais ça pourrait être intéressant pour le village, s'il prétend justement qu'il est la Vierge, normalement quelque chose aurait dû se passer au moment où Maxime l'a nominé. Il ne s'est rien passé. Vous avez une information, vous savez qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé quelque part. Est-ce que Maxime n'est pas vraiment villageois? Peut-être que c'est un paria, peut-être que c'est un sbire, peut-être même que c'est le démon. Est-ce que Benoît n'est pas vraiment la Vierge et qui prétend être vierge alors que c'est pas du tout le cas et qu'il n'y aurait jamais rien pu se passer puisqu'il n'a pas ce pouvoir de Vierge? Ou alors, est-ce que Benoît est vraiment la Vierge mais qu'il est sous l'effet de l'empoisonnement ou de l'ivresse, auquel cas son pouvoir ne fonctionne pas et il est quand même perdu? Ça, vous ne le saurez pas. Et donc, il va falloir justement que vous recoupiez les informations qui ont mené jusqu'à ce pouvoir. Évidemment, la situation idéale, c'est que le pouvoir de la Vierge se déclenche. Auquel cas, et ça c'est vraiment à noter, c'est la seule information absolument certaine que vous obtiendrez dans ce scénario. C'est-à-dire que si un joueur nomine une personne, que c'est la première fois que la personne est nominée, et que le joueur qui vient de la nominer est exécuté, vous avez une information certaine, c'est que le joueur qui vient d'être nominé est la Vierge. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, vous pouvez en être convaincu, il n'y a pas d'autre pouvoir qui peut déclencher ça. Vous allez me dire, on sait aussi que le joueur qui l'a nominé est strictement villageois, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va revenir sur ce point un petit peu plus tard, quand on parlera d'un sbire qui s'appelle l'espion. Je vous spoil pas tout de suite, on en reparle tout à l'heure. The Slayer, le mercenaire. Une fois par partie, au cours de la journée, le mercenaire désigne un joueur. Si le joueur désigné est le démon, il meurt immédiatement, et théoriquement c'est la fin de la partie avec la victoire des gentils. C'est un pouvoir one-shot, comme celui de la Vierge, sauf que là c'est un pouvoir actif, un pouvoir que le joueur va déterminer lui-même. Si le joueur visé est effectivement le démon, dans ce cas-là le MJ annonce la mort du joueur et théoriquement la victoire des gentils. Si en revanche le joueur visé n'est pas le démon, y compris si c'est un sbire, le pouvoir ne se déclenche vraiment que sur le démon, dans ce cas-là, le MJ annoncera que rien ne se passe, et la journée continue normalement. Attention, le pouvoir du mercenaire est un pouvoir one-shot qui ne se régénère pas, qu'il ait atteint sa cible ou non. Si rien ne se passe, le pouvoir a été consommé. Vous vous rappelez que le MJ fera toujours comme si tout allait bien. Ce qui veut dire que, imaginons la situation où Jérôme, un méchant sbire, est en train de monter un sale coup avec son démon, Ayoub. Jérôme, au cours de la partie, pour essayer de dissiper un peu des doutes qui commencent à se rassembler autour d'Ayoub, voir que Ayoub est déjà nominé par le village, va prétendre être le mercenaire, et il va se comporter comme un mercenaire, il va dire au MJ « je suis mercenaire, et je tire sur Ayoub ». De cette manière, ce sera encore plus simple, on n'aura même pas besoin de l'exécuter, puisque je vais immédiatement le tuer avec ma flèche. Bon. Le MJ va donc agir avec Jérôme comme s'il s'agissait du mercenaire, et va donc indiquer au village, puisque, rappelez-vous, Jérôme n'est pas mercenaire, Jérôme est un méchant sbire, il n'a donc pas de pouvoir, il ne peut donc absolument rien se passer, quand bien même Ayoub est le véritable démon. Le MJ va donc annoncer au village que rien ne se passe, et donc Jérôme le méchant sbire et Ayoub le vrai démon vont pouvoir dire au village, ben regardez, le mercenaire vient d'utiliser sa flèche contre moi, ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que je ne suis pas le vrai démon. Et parce que, merci au mercenaire de m'avoir innocenté, c'est dommage, il aurait peut-être fallu garder ta flèche pour le faire un petit peu plus tard, et ainsi de suite, hop. Bon, imaginez donc cette situation qui se produit, et donc comment faire la différence entre un vrai mercenaire qui a cru opportun pour le village de tirer sur un démon parce qu'il y croyait réellement, et une machination de la part de l'équipe des méchants pour essayer de semer le doute dans l'esprit des villageois. Vous ne saurez pas faire la différence entre les deux. C'est ça qui est beau dans ce jeu. Si on revient sur le pouvoir du mercenaire, évidemment, c'est un rôle très très dangereux pour le démon. Il va donc avoir tendance à le tuer assez rapidement s'il est informé de son existence, puisque sur une flèche qui part, il est possible que la partie s'arrête immédiatement. Si vous êtes mercenaire, pensez à doser l'utilisation de votre flèche, c'est-à-dire pas trop tard, puisque si vous êtes tué par le démon la nuit, vous l'apprendrez au matin et vous n'aurez pas eu le temps d'utiliser votre pouvoir, vous serez déjà mort. Peut-être que au cours
d'une discussion de village où vous êtes nominé potentiellement, et vous sentez que ça va tourner au vinaigre et que c'est vous qui allez y passer aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser votre flèche sur un joueur, au moins ça donnera une information au village. Et si vous voulez le faire de manière encore plus habile, vous vous cachez jusqu'au moment opportun, et là vous tirez votre flèche une fois que vous avez suffisamment ajusté votre tir. Plus facile à dire qu'à faire. The Soldier, le soldat. S'il est désigné par le démon la nuit, le soldat reste en vie. C'est un pouvoir complètement passif qui ressemble beaucoup à celui du moine, mais qui, contrairement au pouvoir du moine, ne s'applique que sur le soldat. Il ne s'appliquera que sur le soldat tout au long de la partie. De la même façon que sur un joueur protégé par le moine, si le démon vise le démon n'est pas informé du fait qu'il a visé le soldat n'est pas informé du fait qu'il a été visé par le démon, mais au matin, lors du réveil du village, le MJ annoncera que personne n'est mort. Dans ce cas-là, plusieurs situations sont possibles, on l'a vu tout à l'heure. Le joueur qui a été visé par le démon peut être protégé par un moine, c'est une possibilité. Le joueur qui a été visé par le démon peut également être soldat lui-même. Il y a une autre possibilité, il y en a éventuellement encore d'autres, mais parmi celles les plus courantes, c'est que le démon a décidé de désigner un joueur qui était déjà mort. À quoi ça sert ? Potentiellement à couvrir, justement, à faire croire au village un bluff de moine ou un bluff de soldat. C'est assez courant, c'est une situation que vous allez pouvoir retrouver et que vous pouvez utiliser si vous êtes le démon. Le soldat, un petit peu comme le gardien, va vouloir être justement la cible du démon au cours de la nuit. Il est donc intéressant de ne pas révéler tout de suite que vous êtes le soldat, évidemment, mais chaque nuit où le démon va vous cibler, évidemment, c'est du temps de gagner pour le village. La nuit où le démon va vous viser, il ne saura donc pas si vous êtes soldat, si vous avez été protégé par un moine, ou quelque chose d'autre encore qui a pu se passer, qui peut avoir un rapport avec le rôle qu'on va voir juste maintenant, qui s'appelle The Mayor, le maire, qui est le dernier villageois de Trouble Brewing. Le maire a deux pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est que si il est visé par le démon, le MJ a la possibilité de rediriger le tir effectué par le démon. C'est-à-dire que le démon va cibler un joueur. S'il s'avère que ce joueur est le maire, le MJ a le droit de désigner, à la place de ce joueur, une autre cible pour que le maire puisse survivre. C'est lié justement à son deuxième pouvoir qu'on va voir tout de suite. Donc la situation que je citais là tout de suite peut se produire dans le cas où le démon cible le maire et le MJ va décider de rediriger la cible du démon sur un autre joueur qui s'avère être le soldat, ou alors le joueur protégé par le moine, auquel cas, au petit matin, il n'y aura pas de mort. Deuxième pouvoir du maire, dans le cas où, au cours d'une journée, il ne reste que 3 joueurs encore en vie, dont le maire et forcément le démon, sinon la partie se serait arrêtée avant, si il n'y a pas d'exécution lors de cette journée, les villageois gagnent la partie. Directement. C'est une condition de victoire supplémentaire pour les villageois. Alors évidemment, la situation est particulièrement délicate puisque le cas où il n'y a plus que 3 joueurs en vie au cours d'une journée, si aucune exécution n'a lieu, vous imaginez bien qu'on va passer à la nuit suivante et que le démon va tuer un joueur au cours de cette nuit, et dans ce cas, il ne restera plus que 2 joueurs en vie, le démon et un autre joueur, ce qui représente la condition de victoire pour les méchants. Donc évidemment, la situation où il ne reste que 3 joueurs en vie et qu'un joueur se prétend maire est bien sûr un pari que vous faites sur le fait que le joueur est vraiment le maire. Parce qu'admettons, un joueur mal intentionné, un démon par exemple, l'Océnie, le démon, va décider de prétendre dès le début de la partie qu'il est maire. Parce que c'est un des 3 bluffs qu'on lui a montré, et il a dit tout de suite, au départ, il a dit « je suis maire ». Donc je propose qu'on aille au bout de la partie et qu'une fois qu'il ne reste plus que 3 joueurs, on n'exécute personne et on gagne la partie de cette manière. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est une condition de victoire supplémentaire contre laquelle le démon va avoir un petit peu du mal à lutter dans la mesure où les tirs qu'il fait contre le maire sont potentiellement redirigés. Imaginez qu'un démon prétende ça et que à la fin le village décide de n'exécuter personne et qu'on passe à la nuit suivante, c'est la victoire des méchants qui ont prétendu être le fameux maire, et donc la condition de victoire supplémentaire pour les gentils. Donc, attention à la façon dont vous allez accepter justement cette information de la part du maire, et
essayez d'une manière ou d'une autre de vérifier que le maire est bien le maire et que tout concorde par rapport au discours qu'il a. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans la situation où vous avez cru la mauvaise personne et vous avez perdu à cause de ça. Une attention très particulière au niveau des effets d'ivresse et d'empoisonnement. Le maire est très très sensible à ces effets puisque, imaginez bien sûr que le maire soit sous l'effet de l'empoisonnement ou de l'ivresse au moment où il annonce justement au village que la partie est gagnée, puisqu'ils ne sont plus que 3 joueurs en vie et qu'il n'y a pas d'exécution. Si le maire à ce moment-là est ivre ou empoisonné, bien sûr, la condition de victoire pour les gentils ne se déclencherait pas, et donc ce serait la catastrophe pour l'équipe des villageois. Mais justement, c'est toute l'ambiguïté du rôle, c'est est-ce que je peux le faire sereinement quand je suis maire? Est-ce que je peux dire au village, vous pouvez me faire confiance, puisque mon rôle, mon pouvoir va se déclencher à ce moment-là, et on va gagner la partie? À vous d'en juger. Dernière information sur le maire, qui est plutôt un conseil stratégique. Le maire, c'est un des seuls rôles qui peut se dévoiler relativement rapidement, à mon sens en tout cas. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire dans la mesure où, théoriquement, les tirs qui seront faits contre le maire seront potentiellement redirigés par le MJ. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité, ce qui va a priori dissuader le démon de tirer sur vous dès le départ, parce qu'il ne sait pas où va rebondir en fait l'élimination qu'il aura fait au cours de la nuit. Il est même possible que le MJ décide de tuer un sbire, auquel cas ce serait vraiment la catastrophe pour le démon. Donc est-ce qu'il va prendre le risque de tirer sur le maire en sachant que son tir pourrait arriver n'importe où? C'est pas dit. En plus de ça, si vous vous révélez assez tôt au cours de la partie, j'ai tendance à croire que la confiance est plus facile à inspirer en faisant ça, mais c'est évidemment une excellente technique en tant que démon de le révéler dès le départ et de prétendre ça au cours de la partie. C'est aussi une possibilité. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Encore une fois, ça ne donnera pas 100% de satisfaction, ce sont que des éléments très situationnels que je vous décris là, mais qui méritent d'être essayés et qui sont en principe assez fun à voir jouer. Après ces 13 rôles de villageois, on va maintenant s'intéresser aux 4 parias de Trouble Brewing. Les parias sont dans la même équipe que les villageois, ils sont gentils, mais contrairement aux villageois, ils ont des pouvoirs plutôt handicapants pour le village, ce qui fait d'eux de pas très bonnes cibles pour le démon. Il va plutôt les éviter et les laisser en vie, puisque de toute façon, c'est plus un problème pour le village qu'autre chose. Si vous jouez paria, l'avantage que vous avez, c'est que normalement, mourir n'est pas un problème, à la fois par le démon et par l'exécution du village. Alors, à ceci près que le saint ne doit pas être exécuté par le village, on va y revenir tout de suite. Mais dans tous les cas, vous pouvez normalement aborder le jeu avec un petit peu plus de sérénité, avec moins de pression, dans la mesure où mourir pour vous est moins problématique, donc vous allez pouvoir peut-être plus facilement prendre le lead sur les conversations, sans risquer, justement, qu'un démon ou qu'un méchant vous repère et essaie de vous mettre sur la sellette ou essaie de vous tuer pendant la nuit. On s'intéresse donc maintenant aux parias. De Butler, le majordome. Chaque nuit, le majordome va désigner un joueur différent de lui-même. Le joueur désigné sera son maître pour la journée à venir. Au cours de la journée qui suit, le majordome ne sera autorisé à voter lors des nominations que si le maître qu'il a désigné a lui-même voté en faveur du joueur qui a été nominé. C'est un pouvoir qui ne fonctionne que dans un sens, c'est-à-dire que si le maître qui a été désigné par le majordome vote, le majordome lui-même n'est pas obligé de voter. Il a la possibilité de voter, mais il ne peut voter que si son maître décide de voter lors d'une nomination. Alors techniquement, le majordome a le droit de lever la main si son maître a la main levée, ce qui veut dire que quand bien même le majordome arriverait avant son maître dans l'ordre du vote, donc, par rapport aux places assises, le majordome serait quand même autorisé à voter. Alors, attention, c'est un rôle qui demande une attention assez particulière, parce qu'une erreur peut assez vite arriver, un majordome qui oublie qu'il doit voter en fonction de son maître et ainsi de suite, ça peut arriver assez facilement. Pour le MJ, c'est quelque chose qu'il faut surveiller pas mal, et pour le majordome, c'est quelque chose à laquelle il doit faire attention, évidemment, sinon ça peut fausser le jeu assez facilement au niveau du décompte de vote, qui est un moment qui est assez sensible, justement, pendant la journée, assez clé au niveau des exécutions. Si vous êtes majordome, il faudra désigner en tant que maître quelqu'un en qui vous avez confiance, puisqu'imaginez vous désignez justement le démon ou un méchant, il se servira du fait que vous l'avez désigné comme maître pour vous empêcher de voter à un moment crucial du jeu. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas être informé en avance, et
également, très important, si vous désignez un joueur qui meurt au cours de la nuit parce qu'il a été tué par le démon, le joueur n'aura plus dans ce cas-là qu'un seul vote, et donc il sera très peu probable qu'il utilise ce vote juste la journée qui suit. Donc attention à qui vous nommez justement en tant que maître lorsque vous êtes majordome pour que votre vote soit utile. The Saint, le saint. Si le saint est exécuté au cours de la journée par le village, les gentils ont perdu. C'est un rôle qui est assez direct, qui donne une condition de victoire supplémentaire aux méchants, exécuter le saint au cours de la journée, et qui donc va demander un comportement particulier dans le sens où, si vous êtes saint, vous allez essayer justement d'attirer l'attention du démon pour vous faire tuer la nuit, puisque si le saint est tué par le démon au cours de la nuit, ça ne pose pas de problème. Vous avez vu tout à l'heure, on en a parlé quand on a parlé du gardien, quand on a parlé du soldat, attirer l'attention du démon sur soi, c'est pas quelque chose de très facile, il faut potentiellement prétendre justement que vous êtes un rôle important qui va obtenir des informations plus tard, et donc potentiellement vous brouillez un petit peu avec le village, surtout si le rôle que vous prétendez être se trouve déjà dans la composition, que c'est votre voisin justement directement, ça serait assez terrible. Donc dans tous les cas, il vous faut absolument éviter l'exécution en journée, vous vous doutez bien que pour le démon, c'est du pain béni en tant que bluff, c'est-à-dire que s'il prétend être justement le saint, évidemment, personne ne va oser l'exécuter au cours de la journée, et donc si vous décidez d'exécuter quelqu'un qui se prétend saint, il faut s'attendre à un résultat qui va donner beaucoup d'informations quoi qu'il arrive. The Recluse, le reclus. Le reclus peut apparaître, au bon vouloir du MJ, à tout égard du jeu, comme un méchant, un sbire ou un démon. C'est-à-dire que n'importe quel rôle qui est susceptible de voir le rôle d'un autre joueur, de détecter un rôle, peut détecter le reclus, qui à la base est un paria, et donc du côté de l'équipe des gentils, comme un méchant. Ça vaut notamment pour l'enquêteur, qui est un rôle de première nuit, il désigne deux joueurs, on lui montre un jeton de rôle de sbire. Potentiellement, l'enquêteur pourrait détecter le reclus comme étant un sbire qui serait même pas forcément dans la partie. Le chef pourrait voir une paire formée par un joueur méchant et le reclus. L'empate et la voyante pourraient détecter le reclus, respectivement comme joueur méchant, ou comme le démon. Dans ce cas-là, le reclus serait, aux yeux de la voyante, comme un autre faux positif. Le croque-mort et le gardien pourraient voir le jeton du reclus, au lieu de justement de voir le jeton du reclus, ils pourraient voir un jeton de sbire ou le jeton du démon. Et enfin, le mercenaire, s'il décidait de tirer sa flèche sur le reclus, pourrait potentiellement mener à la mort du reclus, qui serait considéré du coup comme le démon, et donc si le mercenaire tire sur le démon meurt. Évidemment, ce ne serait pas la fin de la partie, puisque c'est pas le vrai démon. C'est un rôle très pénible, qui demande à être révélé assez tôt, qui encore une fois est un excellent bluff de démon, justement, mais qui a besoin justement d'être vérifié par des rôles que je viens de citer, qui peuvent le voir comme tel. Et dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait fonctionner, et il pourrait y avoir une information comme quoi il y a un reclus, et donc que c'est normal que tel joueur apparaisse comme un méchant. Encore faut-il que ce soit pas un bluff de la part de l'équipe des méchants, bien sûr. The Drunk, l'ivrogne. L'ivrogne ne sait pas qu'il est l'ivrogne. Il pense être un rôle de villageois, mais il ne l'est pas réellement. Au début de la partie, l'ivrogne reçoit un jeton de rôle de villageois par le MJ, comme tous les autres villageois, sauf que, en réalité, le MJ aura décidé que ce joueur sera l'ivrogne. Par exemple, il va lui donner le jeton de l'empate, il va se comporter avec lui toute la partie comme s'il était en pâte, il va lui donner les informations qui correspondent aux informations de l'empate, mais en réalité, le joueur ne sera pas vraiment en pâte. Et le MJ va se comporter avec lui comme si il était ivre. C'est-à-dire, dans notre cas, si c'est un rôle à information, il va potentiellement obtenir de fausses informations. Si c'est un rôle avec un pouvoir actif ou passif, le rôle ne sera pas activé. En principe, c'est à ce moment-là que les joueurs à qui j'explique le jeu pour la première fois vrillent un petit peu en se disant « Ah, ok, le jeu c'est ça? D'accord, ok, très bien, on y va. » On passe maintenant du côté obscur. On va regarder l'équipe des méchants. Et on va commencer par les sbires. Les sbires sont les assistants du démon. Les sbires se connaissent entre eux et ils connaissent le démon. Ils sont en infériorité numérique par rapport aux gentils, et donc ils vont tous avoir des pouvoirs qui vont aider le camp des méchants de manière assez significative. The Poisoner, l'empoisonneur. Chaque nuit, l'empoisonneur désigne un joueur. Ce joueur sera empoisonné pour la nuit,
et la journée à venir, ce qui signifie que l'empoisonnement se dissipera au crépuscule suivant. C'est un pouvoir très simple. Toutes les nuits, y compris la première, l'empoisonneur se réveille et empoisonne un joueur. Comme il se réveille toutes les nuits et qu'en plus il se réveille avant tous les autres rôles de Trouble Brewing, l'empoisonneur est un rôle très puissant. Ça veut dire que tous les rôles de villageois sont susceptibles d'être empoisonnés, les rôles de première nuit, les rôles à information continue, les pouvoirs actifs, les pouvoirs passifs, les pouvoirs one-shot, tout le monde est susceptible d'être empoisonné. Rôle de sbire, très puissant, évidemment, pour l'équipe des méchants. The Spy, l'espion. Chaque nuit, le MJ lui révèle l'intégralité du grimoire. L'espion connaît l'état du jeu, à tout moment, toutes les nuits en tout cas, il en sait autant que le MJ sur l'avancement de la partie. Voilà, c'est tout simple. En plus de ça, l'espion peut apparaître à tout égard du jeu comme un rôle de gentil. C'est un petit peu l'anti-reclus, c'est l'opposé du reclus. Il peut apparaître comme un rôle de gentil, donc cacher son rôle de sbire, aux yeux de la lavandière, qui peut voir potentiellement un jeton de rôle de villageois, qui n'est même pas forcément dans la partie sur l'espion, aux yeux du libraire de la même façon, mais pour un rôle de paria. Il peut ne pas apparaître dans une paire de méchants aux yeux du chef, et donc masquer une paire éventuelle de méchants. Il peut apparaître comme un joueur gentil, et donc échapper au contrôle de l'empate sur ses voisins. Il peut apparaître comme un jeton de rôle gentil aux yeux du croque-mort s'il a été exécuté au cours de la journée précédente. De la même façon, pour le gardien, s'il désigne le joueur qui représente l'espion, il peut lui montrer un rôle de gentil à la place. Et enfin, et pas des moindres, l'espion est susceptible d'être exécuté s'il est le premier joueur à nominer la Vierge au cours d'une partie, dans la mesure où il peut apparaître comme un rôle de gentil, donc un rôle de villageois, et donc les conditions de l'exécution en réaction à la nomination, à la première nomination de la Vierge, seraient réunies. C'est le cas dont on a parlé tout à l'heure. Évidemment, l'espion représente un rôle extrêmement puissant, mais avec toute cette puissance, justement, vient énormément de connaissances sur le jeu, et donc potentiellement trop de connaissances. J'ai vu très souvent des espions se prendre les pieds dans le tapis parce qu'ils en savaient trop, et qui sont allés voir des joueurs, des gentils au cours de la partie, en leur donnant des informations que théoriquement, dont ils ne disposent théoriquement pas. Et donc, de cette manière, potentiellement, ça peut mettre un petit peu la puce à l'oreille au village en disant là, potentiellement, il y a eu ce joueur-là qui m'a donné cette info qui, jusqu'à présent, n'est pas sortie, je vois pas comment il pourrait en disposer, et donc mener à une détection de l'espion. En tout cas, ça reste un rôle très puissant, comme le reste des rôles de sbire de toute façon. The Baron, le baron. Le baron n'a pas de pouvoir particulier, mais au cours de la mise en place, le baron ajoute 2 parias dans la configuration initiale de la partie. Ça signifie que, par exemple, dans une partie à 10 joueurs, il y a 7 villageois, aucun paria, 2 sbires et 1 démon. Ça, c'est la configuration normale d'une partie à 10 joueurs. Eh bien, si parmi les 2 sbires se trouve un baron, dans ce cas-là, au lieu d'avoir 7 villageois et aucun paria, on aurait 5 villageois et 2 parias. Évidemment, ajouter des parias dans la partie en lieu et place des villageois, c'est un très très gros handicap pour le village, parce que non seulement vous perdez des capacités de villageois, mais en plus, vous gagnez des capacités de parias qui vont contre le village. Donc c'est un rôle qu'on a un petit peu tendance à sous-estimer des fois en se disant j'ai pas de pouvoir particulier. Si, très largement. Vous avez un pouvoir qui est très 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 puissant, qui se manifeste juste pas particulièrement, mais qui est évidemment très fort pour l'équipe des méchants. The Scarlet Woman, la confidente. Si le démon meurt, et qu'il reste encore au moins 5 joueurs en vie à ce moment-là, dont le démon et la confidente forcément, la confidente devient le démon. Et la partie se poursuit, alors que normalement la mort du démon, ça signifie une victoire pour les gentils. Comme la confidente devient le démon, la partie continue. Ça peut se produire au cours de la journée, le démon est exécuté par le village, et dans ce cas-là, la confidente devient le démon, la partie se poursuit. Ça peut également se produire sur un tir du mercenaire, le mercenaire tire sur le vrai démon meurt, mais on passe quand même à la nuit suivante. Dans ce cas-là, on peut se douter potentiellement qu'il y a une confidente en jeu. Et enfin, ça peut également se produire la nuit, puisque, on va le voir juste après, mais le démon est susceptible de se suicider. Dans tous les cas,
la confidente est une sorte de joker pour le camp des méchants, c'est-à-dire que sur une erreur du démon, sur un bluff qui n'est pas bien passé ou quoi, eh bien ils ont quand même une deuxième chance, une condition de victoire entre guillemets supplémentaire, ou en tout cas une chance supplémentaire de l'emporter à la fin, puisque le rôle du démon peut passer à la confidente. Enfin, on arrive au responsable de tout ce bruit à Ravenswood Bluff et aux 20 dernières minutes d'explication que je viens de vous fournir, probablement un peu plus que 20 minutes, mais bon, admettons. On arrive bien sûr au rôle du démon. Le démon fait partie de l'équipe des méchants, c'est en quelque sorte le méchant en chef, celui qui doit survivre jusqu'à la fin de la partie. Le démon connaît ses sbires et il apprend également au début de la partie 3 rôles de gentils qui ne sont pas dans la partie, qu'on appelle des bluffs, qui vont lui permettre justement de l'aider à bluffer, à prétendre qu'il ait un certain rôle au cours de la partie pour ne pas se faire repérer pendant le village et pour réussir à survivre et poursuivre son objectif. The Imp, le Imp ou le diablotin en français, on dira le Imp, c'est beaucoup plus classe. Le Imp se réveille toutes les nuits sauf la première et il désigne un joueur, ce joueur meurt et le MJ annonce sa mort au petit matin. Il a la possibilité de se désigner lui-même, c'est-à-dire de se suicider. Dans ce cas, son rôle de démon, de Imp, va être transféré à l'un de ses sbires encore en vie. Alors, en priorité, il passera à la confidente s'il reste encore au moins 5 joueurs, comme on l'a vu précédemment. Sinon, il peut passer à n'importe lequel des sbires qui est encore en vie, et ce choix revient au MJ. Le MJ informera le sbire qu'il est devenu le démon, justement, à ce moment-là. Le pouvoir du démon est donc relativement simple, toutes les nuits, il se réveille, il tue, il se rendort, et si jamais il voit que ça commence à sentir le roussi, il peut même s'éliminer lui-même pour qu'un autre de ses sbires devienne le démon. C'est en quelque sorte un autre joker, en plus de celui apporté éventuellement par la confidente. Quand un sbire devient le démon, il en est informé par le MJ, on va lui dire simplement, à partir de maintenant tu es le démon, et surtout, le sbire qui devient le démon ne possède plus le rôle et donc les pouvoirs du sbire qu'il était précédemment. Ça veut dire que si le démon décide de se suicider et que le rôle du démon passe à l'empoisonneur, l'empoisonneur, qui est encore en vie donc, s'est réveillé au cours de cette nuit, avant le démon, a empoisonné un joueur, et bien au moment où l'empoisonneur devient le démon, il n'est plus l'empoisonneur, et donc les effets liés à l'empoisonneur, donc l'empoisonnement qui avait eu lieu au cours de cette nuit, ne compte plus. Il se dissipe immédiatement. Au moment où l'empoisonneur devient le démon, il n'y a plus d'empoisonnement sur le joueur qui avait été empoisonné. Alors, il y a une exception à ça, c'est le baron, puisque le baron, il a un effet qui s'applique au début de la partie. Évidemment, en cours de partie, on ne va pas pouvoir retirer les 2 parias pour remettre 2 villageois. Ça s'applique au début de la partie, et donc ça reste permanent. Mais pour les autres sbires, ça vaut notamment pour l'espion et pour l'empoisonneur. Je vous ai maintenant présenté tous les rôles de Trouble Brewing, le premier script de la boîte de base de Blood on the Clocktower. Je pense faire également les 2 autres scripts qui sont livrés dans la boîte de base. Dites-moi si la vidéo était bien, si c'était pas trop long, si c'était intéressant au niveau des axes stratégiques que je pouvais présenter et des interactions entre les personnages pour que je puisse affiner un petit peu sur la 2e vidéo. C'était Ben pour les recettes ludiques, à bientôt, ciao!